Bonjour à tous. Alors, on se retrouve du coup pour notre vidéo sur les caractéristiques de la réaction inflammatoire qui va correspondre à votre correction du TP1. J'espère que vous vous y êtes un petit peu retrouvés. Donc, je vous avais prévenu, c'est quelque chose qui est assez dense. La correction va donc elle aussi être très complète. Pas de panique, on y va étape après étape. Et l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez revisionner ça autant de fois que vous voulez. D'accord? Encore une fois, je reste disponible par mail si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va commencer déjà par les symptômes de la réaction inflammatoire. Donc il faut savoir qu'une réaction inflammatoire, peu importe l'individu qui est concerné, comporte 4 symptômes, à savoir la douleur, la rougeur, la chaleur et le gonflement. Chacun de ces 4 symptômes est la conséquence de plusieurs phénomènes biologiques qui vont avoir lieu à l'intérieur de votre corps. Par exemple, on reviendra dessus juste après, mais la rougeur et la chaleur témoignent d'un afflux de sang au niveau de la blessure, au niveau de la cellule abîmée. Donc, d'une dilatation, d'une augmentation du diamètre des capillaires sanguins. Si je veux apporter plus de sang, il faut forcément que j'augmente la taille des vaisseaux qui permettent la circulation du sang. Le gonflement est lui dû à une sortie de plasma sanguin. Donc il faut savoir que votre sang est constitué de plusieurs parties. Le plasma est une partie des éléments qui constituent le sang. Et enfin, la douleur est, elle, due à une stimulation de récepteurs sensoriels, qui se trouvent dans votre peau, dans vos muscles, vos articulations, etc. Et il existe des récepteurs sensoriels spécifiques à la douleur qui portent le nom de nocicepteurs. Alors, petite illustration de ce que je viens de vous dire. Donc, si on prend le document 1 qui vous présente une plaie cutanée, la photographie d'une plaie, donc on vous précise que le cliché est réalisé environ 24 heures après la lésion, et on vous dit que la plaie est douloureuse et qu'elle est gonflée. Donc là, on illustre le symptôme du gonflement, qui est la conséquence d'une sortie du plasma sanguin au niveau de la blessure. Deuxième document, vous avez une évolution de la température au niveau d'une plaie infectée suite à une opération. Donc vous avez une image de la plaie infectée en haut à gauche. On peut déjà observer que la jambe sur laquelle il y a la plaie est plus gonflée, plus grosse que l'autre. Et lorsqu'on réalise une thermographie, on se rend compte, donc thermographie, mesure de la température du corps, on se rend compte que la zone où se trouve la plaie est beaucoup plus chaude que l'autre jambe. Donc, chaleur, rougeur sont les conséquences d'un apport important en sang. Ensuite, je vous présente ici donc des coupes transversales du derme d'une peau saine et d'une peau infectée. Donc le derme correspond à la partie supérieure de la peau. Alors, pour une peau saine, on note la présence de cellules mortes à la surface, d'un épiderme et d'un derme. Le derme est constitué de fibres plus ou moins élastiques, de cellules du derme et de vaisseaux sanguins. Si on regarde une photographie de coupe transversale 24 heures après une infection, on se rend déjà compte, dans un premier temps, avant toute chose, que le derme et l'épiderme sont séparés par une infiltration de plasma sanguin. C'est ce qui va entraîner le gonflement de la zone. Ensuite, on note que dans le derme, le vaisseau sanguin a une taille beaucoup plus importante. Le diamètre du vaisseau sanguin est beaucoup plus important que chez une peau saine. Donc là, on a bien une augmentation de la taille des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle une vasodilatation. Et enfin, si on zoome un petit peu, on se rend compte que l'on trouve des bactéries,
d'accord, qui sont représentés par des petits points verts ou noirs, et des leucocytes qui sont représentés par des cellules rouges. Je vous rappelle, les leucocytes sont les cellules du système immunitaire. C'est un synonyme de globules blancs. Il faut savoir que la réaction inflammatoire fait partie des réponses immunitaires innées. Elle est déterminée génétiquement parlant, et donc c'est quelque chose que vous possédez dès votre naissance. On voit bien que chez un individu sain, le nombre de cellules immunitaires ne cesse d'augmenter, d'accord, avec le temps, lorsqu'il est infecté. Chez un individu malade, donc par malade, on entend chez un individu qui possède une anomalie au niveau du système immunitaire, on se rend bien compte que le nombre de cellules immunitaires n'augmente pas. Alors, la réaction inflammatoire est donc constituée de 3 phases. Une phase d'initiation, une phase d'amplification et enfin une phase de résolution, une phase de cicatrisation. Donc vous n'avez pas à connaître les termes de phase vasculaire, phase cellulaire. D'accord ? Comme on l'a dit, les principaux signes cliniques locaux correspondent à la rougeur, la chaleur, le gonflement qui induit un œdème et la douleur. Les signes cliniques plus généraux vont être de la fièvre et un amaigrissement. Vous n'avez pas à connaître le terme d'asthénie. Donc, première phase. Phase d'initiation, c'est donc la phase pendant laquelle la réaction inflammatoire va se déclencher. Cette réaction inflammatoire se déclenche à l'aide de cellules du système immunitaire qui sont appelées des cellules sentinelles. D'accord ? On se base un peu sur le vocabulaire de l'armée. Ce sont des cellules qui font, entre guillemets, des rondes dans votre corps et qui surveillent qu'il n'y ait pas d'agents pathogènes qui pénètrent à l'intérieur de votre corps, de votre organisme. Ces cellules sentinelles sont au nombre de 3. Les cellules dendritiques, qui vont avoir une forme assez particulière, puisque leur cytoplasme est déformable et peut former des longs pseudopodes, comme des pattes, qui vont aller chercher les éléments qui les intéressent. Les macrophages, d'accord, et les granulocytes. Les macrophages proviennent d'une différenciation de monocytes. Ils sont donc issus de monocytes. Alors, comment s'opère une reconnaissance des micro-organismes par les cellules de notre immunité innée? Donc, un agent pathogène pénètre dans votre corps, donc une bactérie ou un virus. Donc, c'est d'actualité. Cette bactérie ou ce virus va porter à sa surface ce que l'on appelle des PAMP. Donc, P-A-M-P-S, des PAMP. Donc, ce qui signifie pathogène associated molecular pattern. Vous n'avez pas à connaître le nom en entier, il vous suffit de connaître PAMP et d'avoir en tête que ce sont des molécules qui se trouvent à la surface de l'agent pathogène et qui permettent sa reconnaissance. Ces PAMP vont être identifiés, détectés par les PRR de nos cellules immunitaires. Donc les PRR, ce sont tout simplement les récepteurs des PAMP qui se trouvent sur nos cellules immunitaires. Et donc, à la suite d'une reconnaissance entre un PAMP et un PRR, notre cellule immunitaire est capable d'envoyer des signaux de danger qu'on appelle des DAMP, D-A-M-P-S. Alors, si on reprend un petit peu tout ça. Première étape, les PAMP sont reconnus par les PRR de nos cellules immunitaires. Donc les PAMP se trouvent sur l'agent pathogène, à savoir la bactérie ou le virus. Donc, je vous rappelle, pathogène associated molecular pattern. Et ces PAMP sont reconnus par les PRR de nos cellules immunitaires, qui sont les Pattern Recognition Receptors.
Une fois que les PAMP ont été reconnus par les PRR, nos cellules immunitaires sont capables de générer des signaux de danger qu'on appelle les DAMP. Voilà, une illustration de ce que je viens de vous dire. Alors, parmi les cellules sentinelles, on a vu ensemble qu'il y en avait 3 sortes et que parmi ces 3 sortes, il y avait les cellules dendritiques. Donc souvenez-vous, ce sont les cellules dont le cytoplasme est capable de se déformer. Alors, si on observe déjà le premier document qui correspond à un histogramme du pourcentage de cellules dendritiques mobiles dans différentes conditions, on se rend compte que dans un derme sain, nos cellules dendritiques sont pour 85% d'entre elles mobiles. Elles se déplacent, comme je vous l'ai dit, elles se déplacent et donc du coup elles vérifient, elles surveillent qu'il n'y ait pas d'agent pathogène à pénétrer. Si jamais on a une injection de vers parasite, donc si jamais on a pénétration d'un agent pathogène dans le derme, alors la mobilité de ces cellules dendritiques diminue puisqu'elles font partie des cellules du système immunitaire. Donc une grande partie d'entre elles vont rester sur place pour lutter contre l'agent pathogène. Cependant, on remarque qu'on en a environ 15%, un peu plus, qui vont quand même être mobiles et qui vont se déplacer. Et ensuite, lorsqu'on injecte des billes en plastique, donc qui ne correspondent pas à des agents pathogènes, qui ne sont des éléments qui ne possèdent pas de PAMP, on se rend compte qu'il y a très peu de différence dans la mobilité des cellules dendritiques. Deuxième document, vous avez un suivi en temps réel du comportement d'une cellule dendritique. Donc de la peau, de l'oreille d'une souris non infectée. Donc on n'est pas en situation d'infection. On se rend bien compte qu'en 14 minutes, notre cellule dendritique s'est déplacée. Donc, que faut-il retenir sur les cellules dendritiques? Ce sont des cellules qui ont la capacité de se déplacer, qui sont mobiles, d'accord? Et suite à une injection, la mobilité de ces cellules diminue, cependant elle ne disparaît pas.